Où s'arrête la justice? Où commence la vengeance? Je veux la peau des fumiers qui ont fait ça, même s'ils travaillent dans ce bâtiment. Notre rôle, mon cher, le vôtre comme le mien, est de neutraliser toute chose ou tout individu qui menace la sécurité de ce pays. Je ne tiens pas à faire partie d'une équipe qui approuve l'assassinat. Salut, bienvenue sur Jimmy. Aujourd'hui, dans C'est Off, on parle de free fight. Le free fight, je ne sais pas si vous connaissez, nous on connaissait mal. C'est un sport interdit en France et ultra violent. Alors, interdit en France, en fait, pas admis, pas autorisé en France. Ultra-violent, c'est une image qu'on en a, du sang sur le ring, des combattants pour lesquels tous les coups sont permis, pas disciplinés, aucune règle, etc. Et c'est en vertu de tout ça que la France, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de ce sport, ne veut pas entendre parler d'une reconnaissance officielle du MMA. Pour expliquer grosso modo en un mot, c'est comme si le principe du MMA, en fait, c'est de faire combattre des gens qui font pas des sports à la base, qui sont les mêmes, comme si on faisait combattre David Douillet contre Brahim Asloum, par exemple. C'est un peu ça. Mixed martial arts, ça veut dire effectivement qu'on a emprunté des techniques à tous les arts martiaux, à tous les sports de combat, et que ces combattants empruntent aussi bien des techniques du judo, du jiu-jitsu, du karaté, etc., etc. Alors, aujourd'hui, effectivement, toutes les fédérations s'opposent à la reconnaissance de ce sport. On va essayer de comprendre ce soir pourquoi. Est-ce qu'il y a des problèmes de lobbying? Parce que les choses ne sont pas si claires que ça, voilà, visiblement. Alors, on essaiera de voir, effectivement, et c'est la raison de cette soirée, pourquoi est-il normal que le sport ne soit pas autorisé en France? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a même pas le droit à la télévision de diffuser des images de combat de MMA. Il y a de plus en plus de Français, tous azimuts, qui pratiquent le MMA, et on a plusieurs champions, dont un champion qui s'appelle Jess, le Joker. Il est plus connu, ou quasiment, en tout cas aussi connu au Japon, aux États-Unis, etc., qu'un David Douillet ou qu'un Brahim Asloum. Grand champion et personnage super attachant. Voilà, on va découvrir lui ce qu'il a amené à pratiquer ce sport. Et ensuite, dans le courant de la soirée, on ira voir si c'est vraiment aussi violent que ça. On ira voir du côté des autorités et des institutionnels pourquoi ils ne veulent pas aujourd'hui autoriser le free fight dans notre pays. Et puis enfin, moi j'irai un petit peu sur le terrain. Même que tu t'es cassé le gros, je crois pas, je suis sûr, le gros orteil. Je me suis un peu blessé dans l'exercice. Alors on va commencer cette soirée par le portrait de ce grand champion du monde de free fight. Il est français, il s'appelle Jess, un destin assez hors du commun. Regardez. Il y a le personnage qui est le Joker, il y a Jess qui est moi dans la vie de tous les jours, il y a Jérôme qui est le gamin qui se faisait taper, qui était un petit peu faible mentalement et qui est dans le passé. Mes parents, ils n'ont jamais eu trop d'argent, mais mon père et ma mère ont eu l'un des premiers magnétoscopes. Donc
Les machins ils étaient comme as, tu vois, et des gros boutons orange pour que tu jamais bien essayer des tabacs comme ça. Et nous, on allait au vidéoclub et c'était simple. À l'époque, au vidéoclub, il y avait que René Château ou René Château. Donc c'était Bruce Lee, Vendredi 13, Zombie et les Jean-Paul Belmondo. Il y avait un petit vidéoclub dans le coin et j'ai demandé à bosser pour eux gratuitement. Donc le mec a accepté, je bossais gratuit, j'allais là-bas tous les mercredis, tous les samedis, et je faisais un petit peu de taf pour lui, et au fur et à mesure il a pris confiance, et des fois il me laissait le magasin. Et en contrepartie, j'avais le droit de prendre des cassettes gratuites et tout, et il faisait des locations de magnétoscopes, mais aussi de caméras. Donc je prenais la vidéo caméra, et parce que nous on pouvait pas se la payer, tu vois, on s'achetait des cassettes, bon on mettait ça dedans, et genre on faisait nos petits films de Van Damme là, donc genre, allez vas-y, prends-le. Vas-y, à ton tour. Et nous, on faisait ça. Donc il y a toujours un qui fallait qu'il fasse le grand écart. Attends, vas-y, bouge pas. Là, attends, je vais faire mon premier truc. T'es prêt? Ouais. Merde, j'ai merdé pour le refaire. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une cassette, on la filmait, on mettait la cassette dans le magnétoscope, on la met dans la télé, et on refilmait la télé, où c'est qu'on faisait des bruitages derrière. Pah! Pouf! Like that. Et on mettait la musique par l'air et tout. Des trucs tout cassés, quoi. Donc c'est pour ça que d'un côté je mettais des coups de pied comme Bruce Lee et de l'autre côté je mettais une claque de temps en temps comme le bébel quoi. Qui nous fait chier. J'ai une époque, si je rentrais sur le ring, j'étais comme ça, c'est grand mec, je voulais faire peur et tout. Plus maintenant. Comme mon dernier combat contre Ross Nelson, je regarde, je rentre, même quand je suis du début du combat, je regarde par terre. Quand ça fait ding ding, je suis parti et je fais mon boulot, c'est tout. Moi je suis un mec sympathique, je peux te combattre, je vais te serrer la main, je vais te pépère. Et j'ai toujours été bien avec Ross Nelson et tout ça. Mais bon pareil, c'est un mec costaud, super balèze et tout, il a essayé de me mettre un petit coup de pression. Moi j'étais ici pépère, je rigolais, je voulais lui serrer la main et tout. J'étais là, tu me vois la Wayne et je le regarde. Et là genre il joue le bad boy. Donc je l'ai regardé pareil. J'ai changé. Mon visage il a fait. Et genre ça l'a choqué. Et pareil, j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait un doute. Et aussitôt que je vois qu'il y a un doute dans les yeux, c'est là que ça me gonfle. Et là je sais que le lendemain je vais être là quoi. À 9 ans, je l'ai foutu au judo avec sa sœur à la première séance. Le mec il m'a dit bon la fille elle est combative mais le gars c'est pas la peine. Je pense que moi j'ai été fait pour faire des sports de combat. J'ai aucune aptitude physique, je suis pas un super athlète, mais j'apprends les techniques très facilement. Et j'apprends beaucoup tout seul. Je dirais que 70% de ce que je fais, je l'ai appris tout seul. Donc j'ai une aptitude. Et donc heureusement qu'un jour, j'ai mis un pied dans un club de boxe et j'ai continué à le faire. La plupart des mecs s'entraînaient pas, on n'était pas beaucoup d'entraînement, on était 5-6, on se les meules là-dedans. Et la plupart des KO que je me suis pris, c'est un entraînement par les mecs qui avaient 2 fois mon âge. Je me rappelle la première fois que j'arrive là-bas, il y avait un mec, c'était un ancien légionnaire. Moi je voulais jouer le show, j'ai mis un coup de pied retourné, il est venu, il m'a mis une grosse droite dans la gueule, il m'a mis KO. J'avais 15 ans. Bah disons que je crois que ça a été bon aussi. C'est qu'un gosse, bon quand t'es dans les quartiers comme ça, un gosse qui a une passion, qu'un machin, c'est une grande chance quoi je veux dire. Parce que bon Jérôme il vivait que pour ça quoi. Mais moi à l'époque je faisais ça juste pour m'amuser quoi. J'ai jamais dit, même à l'époque, je veux combattre, je veux devenir ceci, je veux devenir champion du monde. Pour moi, c'était pas possible. Tu sais, quand tu vis dans des quartiers comme ça, les gens ils disent que t'es une merde et que tu feras jamais rien. Donc pour toi, tu t'imagines toujours que tu peux pas. Que si un jour tu veux devenir champion de kick ou champion de boxe, faut habiter à Paris, faut être dans un gros club, faut faire ceci. Tu t'imagines pas que toi, non, tu petit patelin, tu peux devenir champion du monde. Et en fait, tu peux, mais il y a personne pour te le dire. Moi, je me rappelle, Jérôme, de tout petit, il me disait, mais moi, je pourrais jamais admettre de faire boulot dodo, quoi. C'est pas possible. Pour lui, c'était le sport, et puis je me disais, mais il va jamais pouvoir arriver, il y a tellement de monde qui le fait, et tout ça. C'est comme un gosse qui veut devenir chanteur, ou tu vois, comme ça. Mais ce qui me poussait à aller à l'école, c'était les minettes. Il y avait toujours une petite mignonne à droite et à gauche, et en fait, j'allais à l'école juste pour ça, juste pour draguer, moi. Sinon, j'aurais arrêté encore plus tôt. Moi j'étais en Angleterre là, je voyais les pubs de Noël, des Pères Noël à la télé, etc. Ça me faisait aucun effet, pour moi c'était pas Noël. Pour la tranquillité de tous, vous êtes invités à passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes. Nous vous rappelons que les voitures de 21 à 18 sont à destination de Bourges Terminus. Je
seul Noël qu'il n'a pas passé à la maison, il m'a téléphoné des États-Unis, il m'a dit maman, jamais plus de ma vie, je repasserai Noël en dehors de la maison. Et c'est vrai que depuis, on a toujours fait Noël à la maison. Tous les ans, il faut que j'aille voir ma famille, faut que j'aille voir. C'est là que je me recharge, c'est là que il faut que j'aille voir ma famille pour Noël. Et c'est vrai qu'il téléphone une semaine avant, il me dit bon t'as bien acheté tout ça là, il arrive, il dit bon t'as fait les courses, et là quand il commence à sentir que je fais la bouffe, là c'est bon, ça va. Elle passe toujours toute sa journée dans la cuisine à faire la popote et tout ça, et hop on va faire un petit tour dans la cuisine, on va manger un petit truc qui traîne, on se prend une claque sur le coin de la gueule, bah, arrête de manger ça, tu vas plus manger à la table et tout ça, et c'est vraiment ça Noël, tu vois, c'est vraiment ces trucs là. Donc tous les ans, il faut qu'à Noël, j'aille à Bourges, aller voir ma mère. Merci Baboune. Là-bas, il y en a encore des gros là-haut là. Celui-là là. Ouais, bien, ouais, celui-là. Il y en a qui diront, oh t'as eu un gosse à 15 ans, machin, c'est un accident. Moi ça m'horripile parce que franchement c'est un gosse que j'ai voulu quoi. Moi je voulais absolument un enfant. Non, j'ai pas pris le bon père, mais bon, ça je le savais pas à l'époque. J'ai des souvenirs que je voyais mon père et ma mère se foutre sur la trogne, qu'ils étaient dans l'arrière machin, que lui il vient, vas-y donc, lui il casse une bouteille sur la trogne, qu'elle apprend la machine à écrire, elle les fout machin, elle les fout sur la trogne, tout le monde commence à saigner, t'as ton père et ta mère qui se foutent comme ça, comme dans un bar, et d'un coup la mère qui est fermée dans la chambre, d'un coup t'as le père qui se retourne vers toi. Dès qu'il est né, tu vois, il arrivait à la maison, il pleurait, à partir du moment où lui il voulait faire sa chose, tu vois, il s'est levé, il a mis une claque à Jérôme, il avait 8 jours, je suis allé chez mes parents, elle en avait 20 mois. Mon père il a pris le fusil, il a dit tu recommences, il dit je te tue. Moi je demandais qu'une chose, c'était que mon père il vienne et qu'il m'embrasse, tu vois, on partait à l'école. Ça aurait été un truc, tu vois, qui m'en fait plaisir, tu vois, un truc comme ça, tu vois. On disait ça, mais... S'il n'était pas sous ses yeux, il arrivait à l'oublier, tu vois, mais si peu qu'il passe, c'est furtivement et tout. Jérôme, viens là. T'as pas tes chaussons là. Et allez, bam, je t'en fous une. Comme ça, juste. Mais bon, après, moi je disais plus rien et tout. Puis après, t'as la peur, t'as machin, tu sais, tous les machins. Puis un jour, bah t'en peux plus. Et puis, le coup qu'il raconte de la machine à écrire, bah ça a été le dernier coup. J'ai dit là, on arrête parce que sinon c'est pareil, on va s'entretuer. Et le pire, c'est qu'on habitait pendant 6 mois au foyer Saint-François, tu vois. On était avec des SDF, le machin, on aurait d'une prison, tu vois. On arrive là-dedans, le premier soir que j'arrive, on était dans une grande pièce comme ça, et ils nous ont fait des pâtes qu'ils n'avaient pas égoutées, avec des cubes dedans, et des légumes qu'ils avaient récupérés des fins du marché. Et ils nous foutent ça, et t'as des SDF autour de toi et tout, et tu manges. Et après, tu rentres dans la chambre, il fait froid, il n'y a pas de télé, tout ça, on dirait une chambre de prison, tu vois. Et je me rappelle, ma mère me regarde, elle a fait, bon, on fait quoi, on rentre ou on reste? Et je fais, non, on reste, parce qu'on s'en prenait trop dans la gueule, tu vois. Donc, et après, quand on est venu ici, bah, par rapport au foyer qu'on arrivé ici, c'était la classe. Pour moi, les quartiers, c'est des colonies de vacances, quoi. Tu galères, mais si tu te bouges le cul et tu essaies de travailler, t'as des options. Avec là, t'as pas d'option. Tu rentrais, tu faisais défoncer à la maison, tu voyais ta mère se faire défoncer, tu vois, ça n'avait rien à voir, quoi. Il faut qu'il y ait une crainte. Un enfant qui n'a pas de crainte, regarde, tu vois ce que ça donne à l'heure actuelle. Tu vois ce que ça donne? Non, moi, il n'y avait pas de père, mais je peux te dire que je servais des deux. Et le jour qu'on s'est séparés, quand j'avais 14 ans, quoi, c'est là que j'ai commencé à prendre du poil de la bête. C'est là que j'ai commencé. Et là, je suis devenu un petit peu l'homme de la famille. Et c'est là que, en fait, tu vois, c'est tout un petit peu ressorti, tu vois. Je me sentais un petit peu responsable de tout le monde, etc. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la maturité, que je suis devenu un petit peu plus agressif, etc. Bah peut-être parce qu'il a pris aussi des pêches étant petit, il a pas su les rendre, et puis il savait pas comment qu'on pouvait rendre des pêches sans être agressif et qu'il y ait de la méchanceté. Mais moi, ce qui me faisait plus peur, c'était pas de me faire attraper. C'était pas les flics qui me faisaient peur, c'était les mecs qui voulaient me défoncer. Tout ce qui voulait me faire, c'était ma mère. Il disait, maman, me cherche au commissariat, me tue, moi. Et en fait, c'est là que j'habitais, moi. Le C, là. Et moi, j'habitais tout en haut, là. Le dernier bâtiment tout en haut. Dans cet HLM là, j'avais acheté un sac de frappe qu'il avait fallu mettre au plafond et tout, et quand je le voyais s'entraîner, ben c'est vrai, déjà là, je fermais la porte. J'ai 4 sœurs, donc j'ai grandi autour de beaucoup de femmes. Je pense que si ça ne serait pas arrivé, j'ai encore ces souvenirs de mon père, je serais peut-être un mec violent. Mais justement, parce que j'ai grandi autour de beaucoup de femmes comme ça m'a changé aussi beaucoup d'état d'esprit. Maintenant t'es casé, t'es remarié, je m'en vais.
où est-ce que t'en vas? Aux États-Unis. La porte à côté quand même. Je pense que c'est un globe-trotter. Je pense que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de MMA en France qu'il est parti à l'étranger. Je pense que c'est un aventurier. Les States, ça te fait rêver. T'as envie de partir aux États-Unis, t'as envie de partir à Los Angeles, tu vois, d'aller sur la beach, les palm trees, tu vois, les blondes et tout, t'as envie de partir là-bas, tu vois. Ce qui m'avait le plus impressionné, franchement, c'est quand t'as dit que je veux partir aux États-Unis. J'ai dit, mais tu connais un peu l'anglais? Tu m'as dit oui, yes and no. I must admit that your English is probably better than mine. Yeah, you know, yeah, I would say so. I mean, you don't speak English, you speak American. C'est quelqu'un que j'avais déjà qualifié de globe-trotteur du MMA, quoi, d'un mec qui fait le tour du monde pour s'améliorer, pour pratiquer le sport qu'il aime un peu partout, quoi. Je combattais à Houston, Texas en 1993. Tout le monde parlait de ce show qui avait eu lieu il y a 2 semaines avant, l'UFC, des mecs qui se tapaient dans les cages, c'était incroyable. En 1994, il y a un ami à moi qui m'envoie un magazine, aussi qui a une annonce dessus, on recherche des combattants de tous styles différents pour l'UFC. Et je l'envoie et en fait j'ai pas de réponse, quoi. Et il y a des gars qui organisaient des tournois de combat libre dans leur dojo. Parce qu'il n'y avait pas de fédé, il n'y avait pas comme maintenant, pas autant de shows, etc. Donc les mecs ils faisaient ça un peu à l'ancienne, quoi. Et donc j'ai participé à un tournoi comme ça, un tournoi de 4. J'ai gagné mon premier combat par KO. Et le deuxième, ça a fait égalité. On a fait un combat entre 30 et 40 minutes, c'était pas beau du tout. On se roulait par terre, on n'y connaissait rien. Et j'ai fait égalité au deuxième. Et donc je travaille dans les boîtes, mais franchement les trucs, c'est vrai, tout droit sorti des films de Chuck Norris. Des trucs qui rentraient là-dedans et les mecs ils avaient des sombreros, les grosses taches moules, les tatouages. Et moi, le petit blanc tout cuss à l'époque, j'avais 20 piges, tu vois, je faisais 70 kilos tout mouillé. Tu vois, j'étais sécurité là-dedans. Alors t'imagines que tous les mecs c'était genre tu me rentrais pour bosser et c'était comme dans un film. Tu rentrais là-dedans et t'avais tout le monde qui faisait. Et qui me regardait. Et je me chiais dessus, mais grave. Mais il fallait bosser. Et un jour, il y a une histoire avec des gangs, et ça a commencé à pistonner, à se tirer dessus, etc. Et il y avait un môme, il était à 20 mètres de moi, et j'ai vu bam bam, il s'est fait tirer dessus. Le môme, un petit Mexicain, quoi, un latino, quoi, de gang. Et le mec, il est tombé raide mort juste devant moi. Boum, comme ça. 2 balles dans le buffet. Et j'ai regardé ça le lendemain, je fais, tu sais quoi, c'est fini, je vais plus bosser. Ouais, ça crée un personnage, tu vis beaucoup de choses dans ta vie, non pas seulement mon enfance, et puis bon la violence de mon enfance, le divorce, vivre dans la galère, vivre dans la rue, hein, avoir pas vraiment de thunes, finir les 10 derniers jours du mois à bouffer des céréales avec de la flotte, tu vois. Donc tout ça, ça m'a forgé, mais aussi tous les voyages. Faire le tour, aller aux États-Unis, Hong Kong, Japon, bosser dans des trucs tout pétés, faire de la sécurité, encore une fois, bouffer de la merde, quoi. On est parti en Angleterre avec une petite équipe française et on a été surpris d'ailleurs de rencontrer un Français qui était déjà sur place. Enfin, mon premier combat professionnel c'était impressionnant parce que c'était Moïse. Il fait 92 kilos et moi je faisais 85-86 kilos, quoi. Tout grâce au en plus. Donc c'était mon premier combat, etc. Il venait d'une équipe, tu vois, le mec qui tenait la route, il avait Jean-Marie Merchet, il avait Cyril Diabaté dans son coin, etc. Moi c'était mon premier combat, et lui il avait déjà combattu auparavant en Hollande. Donc psychologiquement, parce que c'était mon premier combat et pour ces raisons, j'étais vraiment impressionné. Ils ont fait un combat avec les moyens du bord, encore une fois, parce que le niveau technique, 7 ans en arrière, c'est pas le même qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les salles françaises. Ils avaient déjà pas mal d'expérience les deux et je pense qu'à l'époque ils faisaient partie déjà des fers de lance français, que ce soit Jess ou Moïse. Je sais pas si vous l'avez noté, mais Jess est rude, c'est un genre d'attitude, il est dur dès le début. Il est venu, il a fait quelques combats au Cage Rage, c'était vraiment des combats très difficiles, il n'a jamais mis un genou à terre, c'est ça un vrai combattant. From London, again making his debut at 79.4 kilos, the one and only Jess Leonid.
Moi, j'ai grandi avec le MMA en Angleterre. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait rien. Et au fur et à mesure, les shows ont commencé à grandir. Et moi, j'étais toujours là. Moi, j'étais au Cage Rage numéro 2. Donc, j'ai grandi avec le MMA. Donc, certains Anglais ne savent même pas que je suis pas anglais. Donc, ils m'ont vu grandir avec le sport. Ils m'ont vu, non seulement, ils m'ont aidé à grandir en tant que combattant, mais j'ai aidé le sport aussi. Donc, j'ai un grand respect en Angleterre. Et eux, ils me voient en tant qu'anglais. Pour moi, le combat, c'était pour promouvoir ma salle. C'est-à-dire que je combattais sans vraiment m'entraîner, sans vraiment me préparer, juste pour être en dessous de la lumière, pour dire à tout le monde « Hey, oh, j'ai un club, venez voir parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange ». Et donc c'était pour ça. Jusqu'au moment où j'ai changé, j'ai commencé à prendre tout ça au sérieux et à m'entraîner professionnellement. Et tu passes de 150 à 3000 personnes ou 7500 comme la dernière fois. Tu viens, tu mets un petit high kick, t'as 7000 personnes qui font waouh. À un moment j'étais sur une guillotine, je suis passé sur la guillotine, t'entends tout le monde qui fait wouh. Et ce genre de trucs ça fait délirer. Il y a 2 ans, si on avait 700 personnes dans la salle, allez, on va dire 1000, c'était déjà énorme pour nous. C'était le plus grand show du pays, 1000 personnes quand même. Maintenant, on a 10 000 personnes dans le public. On a grossi de 1000% en 2 ans. La popularité du freestyle s'est propagée aux 4 coins de la planète et presque tout le monde aujourd'hui en a entendu parler. Quelque part, l'ignorance est en train de mourir et l'éducation des gens se fait petit à petit. C'est génial pour notre sport. J'ai commencé à découvrir le circuit japonais, le pancras, le shuto, etc. Alors là, je suis devenu fan parce que les combattants étaient très très techniques, tous étaient bons debout, pied-point, lutte, et très très charismatiques. Il y avait beaucoup de shows. Il est parti aux États-Unis, il est parti en Angleterre, il est parti en Thaïlande, au Japon. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose dans mon bagage technique. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc je me suis dit, j'aimerais partir au Japon. Quand je suis arrivé au Japon, la première école que j'ai été, c'était Purebred avec Anthony Inoue. Ils m'ont très très bien reçu. J'ai beaucoup appris techniquement au Japon, mais encore une fois, c'est les mêmes trucs. Tu arrives au Japon, tu apprends un rond, tu vis dans les guest house. J'habitais dans un machin, il y avait 20 personnes, on était 20. La chambre, elle était plus petite que ça. C'est-à-dire que le lit, il faisait la longueur de la chambre. Toutes mes fringues étaient moisies tellement il y a d'humidité. Il y avait 20 personnes dedans, 20 chambres. Tu avais une douche. En fait, ce qui se passe en France, c'est que c'est le CSA qui interdit la diffusion de MMA ou de combat libre à la télévision. S'il n'y a pas de promo, il n'y a pas de sponsor, pas d'argent, pas de show professionnel. Donc, l'absence de diffusion qui empêche toute l'économie. Quand on est combattant, aujourd'hui, c'est très très difficile de vivre du MMA parce que clairement, pour vivre du MMA, il faut pouvoir combattre régulièrement. Il n'y a pas un combattant français, c'est difficile de trouver des combats. Je combats, je manage mes combattants et je donne des cours. Donc j'en vis avec les 3 casquettes cumulées, manager, entraîneur et compétiteur. C'est pas évident, des fois c'est même très dur. Mais bon, quand on est passionné, après, si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais peut-être choisi du foot ou un truc comme ça, du tennis. On est parmi les meilleures nations dans les sports de combat. On a un socle de formation dans les sports de combat qui est très très fort et très très rigide. Ce qui fait que les gens qui vont sortir par exemple en MMA, c'est des gens qui ont bénéficié justement de toute l'infrastructure et de tout ce patrimoine français dans les arts martiaux, dans les sports de combat et dans les entraîneurs qui sont d'excellent niveau pour former justement ces combattants. Beaucoup de combattants font la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leurs élèves et ils donnent des cours dans les salles, etc. Il y a 2 choses bien différentes, c'est-à-dire qu'en France, pour que tu es professeur et que tu es qualifié, tu peux avoir des salles gratuites. Donc à la base, ça ne te coûte rien de pouvoir enseigner. C'est-à-dire que moi, cette salle-là,
ça me coûte 1200 livres par mois. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que moi, c'est un business. Si je ne fais pas d'argent, je suis dans le jus. En fait, le seul avantage que j'ai par rapport à la France, c'est que c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de shows de MMA. Maintenant, c'était pas comme ça il y a de ça 6-7 ans non plus. Hein. Mais maintenant, il y a des shows presque tous les 15 jours. Donc, moi, je peux combattre ou faire combattre certains de mes élèves quand je veux. Tandis qu'en France, ils galèrent, il faut qu'ils viennent jusqu'ici. Il faut que les promoteurs veuillent payer leurs tickets, etc. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est plus difficile. Donc tôt ou tard, il y a une réalité qui va arriver, c'est que les États-Unis, le Japon, enfin tous les autres pays sont en train de se faire un fric fou avec ce sport, parce que c'est clairement un des sports de l'avenir. C'est le sport de combat en tout cas de l'avenir. Et tôt ou tard, il y a une réalité financière qui va pousser certaines personnes à prendre certaines décisions. C'est pas avec 3 000 € qu'on va vivre et si on combat tous les 2 mois. Quoi. Donc il faut non seulement rentrer dans une grosse organisation et en plus faire ses preuves dans cette grosse organisation pour commencer à être un personnage incontournable, un des combattants incontournables de cette organisation. Et pour pouvoir susciter assez d'intérêt pour qu'on veuille vous faire combattre régulièrement, attirer les sponsors et que la prime monte. C'est pas évident de se retrouver dans une cage ou sur un ring avec des gens dans son coin qui ont manifestement moins d'expérience que toi, moins de savoir, ainsi de suite. Et c'est une question de confiance. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont surpris de voir, lorsque je combatte mes hommes de coin, c'est mes élèves. Donc c'est 2 gamins. Et les gens ils disent, c'est quoi, on a toujours l'habitude de voir des vieux brésiliens dans le coin, ou des mecs colosses, ou des mecs connus. Et toi, tu as 2 gamins dans ton coin. Et en fait, c'est mes 2 élèves, mes 2 meilleurs élèves, on va dire. That's because we're family. Oh yeah, that's why we do it. Jess does our corner, Dean does my corner, I do Jess's corner, Dean will do Jess's corner. We stick together, that's the best way to go. We know each other, we've been training together for like 4 years. We know each other inside and out. We train 6 days a week together, so we all know each other's moves and we know what we can do. I see more than I see my family. Yeah. True actually. In fact, he could be my brother. Can you see the resemblance? Je les ai aidés, je les ai construits, donc ils sont devenus des combattants à part entière, respectés, très très bons, très forts. C'est d'ailleurs les seuls mecs qui peuvent me mettre la pression en entraînement, donc mes meilleurs coéquipiers. C'est eux qui m'ont remis, je dois dire, un peu peut-être le pied à l'étrier en 96. J'avais perdu 3 combats d'affilée avec un nez cassé, j'avais plus la motivation, j'étais combattre au Japon, c'était n'importe quoi, je voulais même pas gagner. Et donc j'avais plus de motivation, les gens commençaient à dire ça y est, Jess il est fini, etc. Donc c'est eux qui sont venus me voir. On a fait une réunion, ils ont dit Jess, faut qu'on te parle, etc. Et dire c'est quoi, c'est fini, soit t'arrêtes de combattre, soit tu repars quoi. Des fois il y a de la malchance aussi dans ce truc. Bah maintenant c'est ça, des fois t'as des coups de cul, des fois t'en as pas. C'est ça aussi le combat. En combat libre, il y a aussi un gros facteur de chance. Le pire du pire, c'est lorsque t'es crevé, que t'as plus de cardio, t'as plus de jus et que t'es dans une mauvaise position. Tu sais ce qu'il faut faire pour en sortir, mais t'as pas d'énergie pour le faire. Le mental, c'est la moitié du boulot. Tu peux être le meilleur du monde techniquement, si t'es pas prêt mentalement, si t'as peur, si tu t'es pas prêt à vraiment donner le meilleur toi-même, tu vas pas gagner un combat. Et je sais comment ça peut être déprimant lorsqu'on perd. Lorsqu'elle a vraiment envie de gagner, les choses se passent pas bien pour nous et c'est vraiment dur. Quand tu combats vraiment des gars qui tiennent la route, tu sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et parfois, dans le combat, c'est là que c'est le plus dur. C'est que tu te prends les coups, c'est que ça passe pas bien pour toi et tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de taper, de rentrer à la maison, j'ai plus envie d'être là. Et il faut vraiment passer ce moment et puis essayer de revenir au-dessus. Les défaites, ça ne me fait pas peur. Maintenant, il y a un moment dans ma carrière où j'avais plus de défaites que de victoires. Et c'est là que ça m'a vraiment réveillé. Je me suis dit, oula, il se passe quelque chose. Jusqu'à maintenant, j'étais un peu dans la... Je perdais, mais je ne réalisais pas. Et à un moment, lorsque j'ai vu que j'avais plus de défaites que de victoires, je me suis dit, oh là là, je suis un mec, je suis comme tous ces mecs tout nazes que je vois sur les vidéos, qui n'ont pas de technique, qui n'ont pas de physique, etc. Donc je suis un peu dans le même groupe. Et c'est là que ça m'a vraiment réveillé. Je me suis dit, oulala, il faut que je fasse quelque chose là. Bon bah voilà, c'est fait. C'est
maintenant le plus facile, quoi. Quand tu perds, c'est horrible, t'as envie de pleurer et tout. Et quand tu gagnes, c'est comme un orgasme. C'est pareil, tout s'échappe en fait. T'as eu toute la pression qui rentre à l'intérieur, et là toute la pression, boum, à part. C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui bat l'expérience en fait. Je suis meilleur professeur et meilleur combattant que je ne l'étais l'année dernière parce qu'on apprend toujours des techniques nouvelles, etc. Tu peux avoir des gens qui vont passer des diplômes de professeurs, qui vont avoir la théorie, mais qui ne vont pas vraiment avoir la pratique parce que